Décollage de la fusée, c'est parti. Impeccable. Bonjour à tous et Eh bah bienvenue. salut, C'est la pire ça intro. commence très bien. Putain, ça se passait bien jusqu'à présent, ça fait 20 minutes qu'on discute, il y a le live et là ça part en couille. C'est parfait. C'est terminé. Ah, je te laisse Bon faire bah ton voilà, intro de du toute coup. façon vous l'aurez compris. On est aujourd'hui avec Ilyes. Bon, comment ça va Ilyes? Bah écoute, comme tu le sais si bien, ça va très bien, nickel. Je sors d'une session tatouage et là je suis on fire pour le petit podcast, donc c'est nickel. Et toi, comment tu vas du coup? Parfait. Eh ben moi ça va, très heureux de faire ce nouvel épisode aujourd'hui. On enchaîne pas mal, j'avoue, on enchaîne toutes les semaines. Il y a même des gens qui m'ont dit ouais, tu fais trop de podcasts toutes les semaines, on n'arrive pas à suivre, faut que tu te calmes et tout. Bah écoutez les gars, pour l'instant c'est comme ça et on verra bien par la suite si je diminue. Mais voilà. Donc aujourd'hui nouvel épisode avec Ilyes. On va parler un peu de tout son parcours. Et puis après, on va se poser des questions un peu comme on a l'habitude de faire. Donc, Ilyes, est-ce que tu peux brièvement t'introduire, te présenter, euh, et ensuite, tu nous expliques un peu comment tu as découvert le street, ce qui t'a Ok. plu, et juste le début de ton parcours, tu vois, genre vraiment comment tu as découvert le street, ce qui s'est passé, pourquoi ça t'a plu, et après Ok. on enchaînera. Ok, donc bah moi c'est Ilias Velasri, j'ai actuellement 26 ans. J'ai commencé le street, j'ai pas de réelle date en soi, j'arrive jamais à savoir si ça fait 7 ans et demi, 8 ans, mais grosso modo, du coup, j'ai commencé vers 2016. Euh, Au début, j'ai commencé simplement par du... En fait, de toute base, je connaissais même pas ce sport, et c'était simplement... mon frère faisait de la musculation en salle de muscu, et moi, j'étais attiré par le côté un peu développement de mon corps parce que j'étais vraiment tout fin. Bon, généralement, on a tous un peu ce commencement, on va dire, d'avoir un peu être mal dans sa peau et vouloir essayer de prendre un peu de volume, un peu de masse. Donc, vu que j'étais déjà mineur et que j'avais pas spécialement d'argent pour me payer une salle de sport, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire du poids de corps. J'avais acheté un livre qui s'appelait La méthode Lafay, je sais pas si tu connaissais. Ouais, si, Ouais, si, ok. je l'ai fait à un moment donné au début C'est aussi. vrai? C'était incroyable ce livre. Qu'est-ce qu'il était intense en vrai. Mine de rien, c'était assez compliqué. Enfin, c'était juste des dips, des tractions, des tractions, enfin des tractions australiennes, la pull-up Ouais, australienne, ouais. mais tout au poids de corps avec des chaises et tout. Donc j'étais dans ma chambre trop déter à faire mes petits dips avec ma chaise et tout, noter les petites évolutions. Donc j'ai fait ça pendant peut-être 4 5 mois. J'ai vu pas mal d'améliorations au niveau de mon physique, je commençais à gagner pas mal de force et tout, je me suis dit trop cool ce petit bouquin là, je vais être énorme, tu vois. Et, euh, et à l'époque, bah, j'en faisais avec un pote. Cette méthode l'a fait, donc des fois je m'entraînais tout seul, des fois je m'entraînais avec lui. Et un jour, ce mec en question m'a dit putain, tu connais le workout? Et putain non, c'est quoi ce truc et tout? Il m'a dit ouais, c'est des drapeaux, des muscle-up, trucs comme ça et tout. C'était à l'époque, du coup, il y avait que limite pendant le street workout, c'était les mouvements les plus répandus, on va dire. Donc, je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas essayer, tu vois. Et ma première figure que j'avais testée, c'était un drapeau. Et c'était même pas dans un parc de street ou quoi. À l'époque, ça, il y en avait quasiment pas. Surtout moi, j'étais en campagne. C'était dans un parc pour enfants, tu sais, avec les toboggans et la barre de pompier, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais testé mon drapeau sur ma barre de pompier, là, comme comme un enculé, et j'étais là en mode, ouais! En plus, je crois que j'avais réussi à la semi-lever, tu vois, parce que, mine de rien, Ah ouais. j'avais fait un peu de musculation avant au poids de corps, donc, je me suis dit, putain, stylé, j'arrive un peu à lever ça et tout, incroyable. Tu sais, ça faisait genre, ah, et ça chutait direct. Mhm. Et puis après, bah, j'ai commencé à regarder un peu des vidéos sur Internet, à m'intéresser à ce sport, et de fil en aiguille, j'ai poussé un peu la machine, tu vois, pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ok, trop bien. Du coup, c'est ton pote qui t'a introduit au sport, et après, il y a eu YouTube. Et est-ce que tu te souviens des premiers trucs YouTube que t'as vus, qui t'ont inspiré, où tu t'es dit, depuis ton drapeau là, vas-y, je vais me mettre vraiment à ce sport sérieusement,
Et est-ce qu'il y a eu des figures qui t'ont inspiré de ouf? Et moi, je pense que c'est le front, mais peut-être c'est autre chose dans ton parcours. Mais vas-y, raconte un peu après, du coup, comment ça se passe. Ok, de base, moi, en fait, mes inspirations sur YouTube, à l'époque, c'était Bar Brother. Je sais pas si tu connais, enfin, si tu t'as connu. C'était une rep, ça. C'est- Ouais, c'était Satin Rap, mais ça, c'était quand je faisais la méthode de la fée et tout. Et en fait, eux, ils faisaient que des dips. Enfin, ils faisaient un peu de street, tu vois. Ils faisaient genre des muscle-up, des vieux back lever et tout, tu vois. Mais Hmm. pour moi, enfin, ils avaient une shape énorme et tout. Et j'étais là en mode, ouais, Bar Brother. J'étais trop matrixé sur eux, tu vois. Hmm. Et après, il y a eu bah, Franck Medrano, tu sais, le chauve, là. Ouais, ouais. Ouais, et bah, tu vois, genre lui, c'était en mode, j'étais, waouh, putain, il est trop chaud et tout. Il faisait des muscle-up un peu explosifs. Bon, maintenant, faudrait que je regarde ces vidéos parce que je sais pas si c'était si explosif que ça, tu vois. Mais Ouais. pour l'époque, c'était grave impressionnant. Il faisait aussi un peu de front lever et tout, et je me disais, putain, Ouais. incroyable. Du coup, ça, c'était un peu on va pas dire mes idoles, parce que c'était dur d'idolâtrer les personnes, mais j'étais en mode, putain, ouais, j'aimerais trop avoir leur niveau, avoir leur physique ou quoi, tu vois. J'étais pas du tout conscient. Au début, ma priorité était plus axée sur le physique plutôt que les perfs, parce que je connaissais pas réellement encore ce sport. Je savais même pas qu'il y avait des compétitions, choses comme ça et tout, tu vois. Hmm. Donc ça a été vraiment, on va dire, ouais, Bar Brother, Frank Medrano qui m'ont un peu poussé. Et ensuite, une fois que j'ai connu un peu enfin que je commençais à être implanté depuis 2 3 mois dans le street. Après, bah, je suis tombé sur des vidéos de par exemple Eric Ortiz ou Victor Kalinov qui eux étaient déjà présents dans le game depuis peut-être 3 4 ans avant moi, tu vois. Et donc du coup, c'est un peu, on va dire, ces deux personnes-là qui ont montré véritablement c'était quoi le street de manière générale avec les planches, les maltaises, un peu de front aussi, tu vois. Du coup, c'est comme ça que vraiment j'ai commencé à m'impliquer en m'inspirant un peu de ces personnes. Et derrière, bah après je sais même plus ce que tu m'as dit ensuite. Enfin, Bah, je sais pas si. Ouais. c'est drôle parce que Eric Ortiz et Victor Kamenov, c'est très axé planche. Et c'est un truc que t'as commencé direct ou il y a eu un athlète front qui t'a aussi motivé? Genre, par exemple, je pense à Alexa Steel, tu vois. Moi, je sais que au tout début, c'est un des mecs qui m'a motivé à faire du front, tu vois. Euh, Ouais. Oui, oui, bah c'est pour rebondir à ta question, du coup, c'est vrai que moi, dès mes débuts, j'ai été directement en fait, je kiffais grave la planche et j'étais plus, on va dire, enfin, quand je voyais des mouvements de planche et tout, ça me choquait de ouf. Mais par contre, j'avais trop du mal à exécuter ce mouvement, je pense, parce que j'avais pas une génétique, une prédisposition axée sur la planche. Mais du coup, bah, ma première figure, ça a été bah, le drapeau et le muscle up, donc qui s'apparente quand même plus à du tirage. hmm. Euh, et en termes de motivation front, tu sais que même l'Exastyle, je le connaissais pas à l'époque où j'ai commencé, même mes 2 3 Ah premières ouais. années. Je me suis jamais réellement intéressé à ce qu'il faisait dans ma progression de front. Et j'ai envie de te dire que j'ai même pas de souvenir d'une personne qui m'a donné l'inspiration de faire du front, hormis bah, quelques vidéos où j'ai vu quelqu'un faire du front. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais après, je me suis vraiment inspiré de moi-même, on va dire, pour faire du front. Trop stylé. Ce qui n'a pas été le cas par contre par rapport à la planche où bah, il y avait déjà des mecs qui étaient vraiment avancés en planche et du coup bah, je m'inspirais un peu de ces personnes pour pratiquer ce domaine-là, tu vois. Hmm. Ok. Et du coup, je vais avancer encore dans le temps. Et la première fois que je t'ai rencontré, enfin, que on s'est rencontrés sans vraiment trop se rencontrer en fait, c'était au Albertville Contest. Euh, Laquelle édition? c'est celle où t'as participé, où t'as battle Livan. Ok, Si je me d'accord. rappelle Ouais, bien, je donc sais plus quelle édition c'était, ça doit être deux ou bah, c'était trois. la dernière avant que Albertville Contest s'arrête du coup. C'était la Avec dernière édition. Eric Barzy, je me rappelle. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais filmé l'event et je te connaissais pas du tout. T'étais un gars, je sais même pas si tu venais d'Albertville ou des montagnes ou Annecy, tout ça. Des montagnes. Vraiment un gars des montagnes, tu vois. Et, euh, et au final, t'avais fait une plutôt jolie compète. Et en fait, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que du coup, j'ai l'image de Ilyes, un gars que je connais pas, que je découvre à la compète d'Albertville. Et je sais plus si t'avais fait un podium,
Mais en tout cas, tu t'étais vraiment bien débrouillé. Bah, j'étais arrivé deuxième contre Livan. J'étais arrivé jusqu'en finale. Ouais, voilà, Ouais. t'avais envoyé de ouf. T'avais déjà une bonne endurance qui a fait que je pense que la compète t'as bien géré. Et puis il y a eu des bons retours de partout et tout le monde était en mode c'est qui ce mec qui sort de nulle part, qui battle Livan, qui est trop fort et tout. Enfin, en tout cas, de mon aspect, tu vois, c'était comme ça. Et, euh, et après, quelques années après, même, en fait, ce qui m'a choqué le plus, je crois, c'est que moi, j'ai vu Albertville Comtesse comme une sorte d'un truc qui a changé quelque chose chez toi. À toi de me dire. Mais, genre, quelques temps après, je crois que tu as rejoint Outsiders. Et quelques temps après, t'avais plus du tout le même niveau. T'étais revenu d'un coup avec des formes beaucoup plus clean que celles que t'avais avant Albertville. Enfin, à Albertville. Et t'étais plus le même gars avec le même niveau, tu vois. Enfin, d'un coup, il y a eu un step-up phénoménal, je crois, en un an. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et j'étais en mode, il y a de la sorcellerie dans Outsiders, il y a un truc qui se passe qui fait que tu rentres dans la team et d'un coup, il y a un truc qui se passe. Et, euh, et c'est vrai que j'ai cette image-là, tu vois. Donc, je suis trop curieux de savoir, toi, comment c'était cette période, qu'est-ce qui s'est passé et tout, tu vois, de reprendre le truc de A à Z. Ouais, bah c'est super intéressant et en fait c'est vrai que avant bah, cette compétition ça a été vraiment l'élément déclencheur bah, qui a fait effet boule de neige sur bah, jusqu'à présent, tu vois. Et avant cette compétition, en fait j'avais l'impression, bon après c'était lointain, c'était en 2019, donc c'était il y Ouais, ça a commence à 5 remonter, ans, ouais. quasiment 5 ans, tu vois. Pour moi, j'étais pas conscient de ce que je faisais, j'étais pas conscient de mon niveau, j'étais conscient de rien en fait. Pour moi, c'était enfin ce que, pour moi, j'avais pas du tout confiance en moi et en ce que je pouvais ou ce que je devais faire dans ce sport de manière générale. C'était un peu plus de l'amusement. Enfin, il y avait le côté passion, mais c'était plus je m'attendais pas du tout à viser à ce moment-là le top monde en statique ou à participer à des compétitions à l'international et tout. Moi, c'était vraiment du kiff, tu vois. Et en fait, après cette compétition, du coup, bah, je me suis remis en question et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok, je suis quand même arrivé deuxième à cette compétition. Euh, il y avait quand même des athlètes pour l'époque de très bon niveau, tu vois. Et en fait, ça m'a fait un déclic dans ma tête en mode, ok, je suis arrivé deuxième. À l'époque, en plus, j'avais que du pull quasiment. J'avais quasiment pas de push. Hmm. Je me suis dit, putain, en fait, il y a moyen de faire quelque chose dans ce sport, tu vois. J'avais quand même déjà acquis un assez bon niveau, mais j'arrivais pas à m'en rendre compte, en fait, ou à avoir confiance en moi pour aller chercher plus loin. Et du coup, c'est après cette compète où justement, il y a eu un déclic, bah, de par cette compétition, de par le fait d'avoir rejoint euh, bah, l'équipe Outsider, qui a été un vrai tremplin pour moi, tu vois. Euh, et aussi une rupture amoureuse aussi qui a fait que bah j'étais totalement libre parce qu'on va dire que mes 3 premières années j'étais dans une relation et en fait dès que je me suis retrouvé seul bah on va dire que j'étais bah, consacré 100% dans ce sport, tu vois. Et au final je pense les trois cumulés a fait que bah ça a fait Wow. explosion et c'est là où mon niveau il a bien level up, tu vois. C'est ouf, hein, quand même, hein. Mais, euh, Mm. mais c'est un truc que j'avais ressenti de fou furieux, tu vois. Euh, et du coup, Bah, ouais, en fait, c'est ça, c'est à partir du moment où je me suis vraiment conditionné à me dire, putain, en fait, je peux vraiment faire quelque chose dans ce sport et je vais aller le pousser plus loin, quoi. Et Hmm. forcément, après, bah, par exemple, quand je suis rentré dans Outsider, bah, forcément, après, enfin, à l'époque, ils étaient quand même loin devant moi, hein, tu vois, que ce soit, il y avait Ivan, Valentin, tu vois, même Daylong, à cette époque-là, il était incroyable. Il l'est toujours, Hmm. enfin, si tu regardes ce podcast. Il revient très fort en plus ce bâtard, mais tu vois, genre même Ryan il était incroyable et tout, donc tu rentres dans cette équipe, t'es tout nouveau, t'as envie de faire tes preuves, tu vois, et quand t'es entouré de bonnes personnes
qui ont un très bon niveau, bah forcément la synergie du groupe fait que bah Mm. tu vois sur le plan mental, quand t'es entouré de personnes fortes, bah automatiquement tu peux devenir, t'as de fortes chances de devenir fort aussi, tu vois. Ouais, c'est un truc qui ressort beaucoup, mais l'entourage, c'est trop important. Et effectivement, quand t'es entouré de gens forts, et en fait, ça devient une normalité d'être fort et les trucs chauds deviennent normaux. Et du coup, enfin, ton top, il est plus aussi top que ça et il devient normal. Du coup, ton niveau aussi, il explose et t'as tout ça qui s'engendre, en fait. Et c'est là où tu dis que Exactement. l'entourage, c'est vraiment important. De ouf. Exactement. Bah, ouais, par rapport à l'aspect, du coup, sur le plan mental pour justement repousser tes limites, mais aussi sur le plan technique, c'est vrai que bah, les gars m'ont appris quand même pas mal de choses, notamment sur la planche, tu vois, des détails techniques que bah, moi, j'étais pas spécialement au courant ou conscient de ce que je faisais, tu vois, donc ça m'a beaucoup aidé, tu vois, d'être bien Mhm. entouré. Mhm. De ouf. Et bah, t'as dit un truc intéressant, je voulais en parler plus tard dans le podcast, mais du coup, je vais en parler plus tôt. Des trois aspects de ton level up, t'as parlé de la rupture amoureuse. Et c'est un truc que j'aimerais apporter parce que bah, t'es un des athlètes qui est en couple, enfin, qui a été en couple, qui, bah, du coup, souvent. euh, et j'aimerais qu'on pousse ce truc-là assez loin. À savoir, bah, du coup, qu'est-ce que ça peut engendrer le fait de se retrouver seul quand tu as l'habitude d'être avec quelqu'un par rapport à ton sport et à ta discipline. Et aussi le contraire. Est-ce que le fait d'avoir une meuf, une copine, ça peut t'apporter des aspects positifs, lesquels, mais aussi des aspects négatifs par rapport à ton entraînement, à ta vie d'athlète pro qui vise un haut niveau. Tu vois, à quel point ça peut être déstabilisant parce que j'ai un pote à moi, par exemple, qui a pas envie d'avoir de copine et tout parce que il trouve que c'est une perte de temps. Tu vois. C'est chaud de dire ça. Enfin, je veux dire, c'est en même temps une réalité. Tu consacres ton temps à quelqu'un d'autre, mais ça t'apporte des choses aussi positives. Mais effectivement, t'as ton temps que tu dois partager avec une autre personne et même vivre à deux en tant qu'athlète, ça peut être aussi un nouveau mode de vie de ouf, tu vois. Bien sûr. Et toi qui as expérimenté un peu ces deux zones-là, euh, est-ce que tu peux parler un peu de ça, ton ressenti là-dessus, ce que ça t'apporte, ce que ça t'enlève? Tu vois, c'est des choses Bah, pas faciles en c'est, tant ouais. qu'athlète. Mais c'est grave intéressant parce qu'en plus, moi, du coup, pendant on va dire, bah, mes 7 ans de street, j'ai eu deux relations qui ont duré 2 ans et demi et 3 ans, tu vois. Et au Hmm. final, c'est marrant, du coup, parce que j'ai eu l'occasion de, pas tester, mais du coup, d'avoir les deux points de vue. L'extrême de, bah, ça m'apporte des choses néfastes dans le sport, et une autre relation où justement, ça m'apportait du plus dans le sport. Donc au final, j'ai eu l'occasion d'expérimenter les deux, et au final, moi, enfin, il n'y a pas de, enfin, pour répondre à la question, par exemple, est-ce que ça apporte des choses positives ou négatives? En fait, c'est pas ça la vraie question. C'est déjà avec la personne avec laquelle tu te retrouves et sa mentalité, et également la communication avec cette personne. Et à partir du moment où tu communiques sur ce que tu veux devenir, l'importance de ce sport pour toi, et ben il peut y avoir que du positif si elle est bah, en accord avec ça, tu vois. Donc, bah, je vais commencer par la première relation où justement il y a eu un côté néfaste dans le sens où bah, enfin, c'était pas ma première relation, mais c'était une relation où vraiment j'étais bien investi dans cette relation et du coup, bah, j'étais limite trop investi, donc bah forcément, des fois, tu peux délaisser un peu le côté sport, surtout notamment dans les débuts de relations et tout, où bah, tu kiffes pleinement, donc tu es vraiment à fond dedans. Et donc parfois tu peux te délaisser, tu vois. Donc ça après c'est forcément c'est que enfin c'est à cause de toi, donc tu peux pas en vouloir à la personne, tu vois, parce qu'il faut trouver un juste milieu. Mais moi j'avais eu, je sais même pas si c'est faire l'erreur au final, parce que j'avais dans le fond j'avais quand même bien profité. Mais donc ça c'était ma première partie. Et sur cette relation du coup, bah au début vu que j'étais beaucoup investi dans cette relation et que à un moment donné j'ai eu le déclic de me dire ah mais en fait je suis en train de passer à côté bah, d'une progression dans le street ou de quelque chose que j'aime vraiment et où j'ai envie de pousser un max,
Et bah du coup, j'ai commencé à m'investir plus dans le street, mais avec cette personne, vu que d'un coup, il y a eu ce changement radical et que j'en avais pas parlé en amont, et ben en fait, ça a genre juste pété parce que d'un coup, je passais beaucoup moins de temps avec cette personne, tu vois. Hmm. Et forcément, bah ça a pété parce qu'il n'y a pas eu la communication en amont, ou alors elle n'était pas vraiment réceptive au fait que moi je pratique ce sport beaucoup de fois par semaine, tu vois. Hmm. Donc sur ce point-là, sur cette relation, enfin ça a été un peu du néfaste dans le sens où j'ai perdu du temps, mais au final je regrette pas parce que bah j'en avais gagné du temps aussi avec elle, tu vois. Donc au final c'est sans regret, on va dire. Et ça m'a permis aussi de comprendre et de pas faire l'erreur une deuxième fois. Et donc après cette rupture, bah du coup c'est là où justement j'ai eu la compète de Albertville et ensuite une fois que je suis entré dans Outsider et tout. Et en plus j'avais cette rage de me dire bon bah en gros cette relation elle avait pété à cause du fait que je m'entraînais trop, donc je vais m'entraîner encore plus, tu vois. Il y a eu ce truc aussi qui dans ma tête où ça a fait un déclic. Hmm. Et du coup, bah, la deuxième relation, bah, en plus avec une personne que tu connais bien, Hmm. euh, bah, en fait, ça s'est passé totalement différemment, et c'était plus du positif dans le sens où, bah, au moment où on s'était mis ensemble, bah, moi j'ai mis les choses au clair de mon côté, en mode, bah, moi, le street, j'ai besoin de passer beaucoup de temps, et elle a été très compréhensif à ce niveau-là, et à ce niveau-là, elle m'a jamais, par exemple, ouais, mis des bâtons dans les roues ou me dire ah tu t'entraînes pas aujourd'hui ou quoi. Donc du coup j'étais libre total par rapport à ça. Hmm. Et du coup bah déjà sur le plan bah, SW c'était parfait parce que du coup je pouvais m'entraîner quand je voulais et j'étais à fond dedans. Et même sur le côté on va dire boost d'avoir du soutien mental, bah elle était présente. Tu vois par exemple quand je participais à des événements ou des compétitions, bah quand elle pouvait venir, elle venait m'encourager, tu vois. Quand Hmm. je faisais des vidéos stylées, enfin donc au final c'est un soutien comme quand tes potes te disent ouais là t'as fait un truc de ouf, je te félicite et tout. Et là quand ça vient d'une personne avec qui tu construis une relation et tout, bah ça t'apporte encore plus de rage et de niaque pour la suite. Hmm. Donc en fait, ça dépend avec quelle personne tu tombes et si tu exposes bien les termes au début et que tu communiques bien avec cette personne et qu'elle est compréhensif à ce niveau-là, bah normalement ça se passe bien, tu vois. Et est-ce que c'est même, on peut l'étendre au vivre ensemble, tu vois, genre dans le même lieu, même endroit. Je pense à la récup au niveau du sommeil, à la nourriture, au partage. Enfin, tu vois, toutes ces choses que tu partages du coup avec quelqu'un d'autre, mais que cette personne peut être sur un autre rythme que toi ou avoir d'autres habitudes. Est-ce que du coup tu t'adaptes et avec le temps ton corps s'adapte et tu t'adaptes à tout ça? Ou est-ce que tu gardes les choses qui marchent pour toi et du coup il y a une sorte de dissonance au niveau de ces petits détails-là, tu vois? C'est assez intéressant parce que c'est des choses qui impactent de ouf ta vie d'athlète en fait. C'est les choses les plus importantes, except l'entraînement, tu vois. Bien sûr. Hmm, bah c'est sûr que notamment, enfin des fois sur des, par exemple sur des relations, mais je prends l'exemple sur moi, mais ça peut être sur plein d'autres personnes, bah forcément quand tu te retrouves en couple avec une personne, bah parfois, tu as envie de veiller toute la soirée, toute la nuit avec cette personne, donc ça va cut ton sommeil. Tu Hmm. as forcément des fois envie de te faire des petits restos, donc forcément sur le plan nutrition, ça cut un peu. Bon, moi je suis pas trop resto, je suis plus fast food, mais bref, quand tu as envie de te prendre un domac le week-end et de kiffer sur Netflix tranquille ou quoi, bah forcément t'as pas une routine. Mais en fait, moi je me suis toujours laissé libre par rapport à ça et euh, je me suis toujours gardé un peu du mou et je me suis toujours dit faut pas non plus que je tombe trop dans l'extrême de pas avoir de moments comme ça, de moments de complicité avec une personne, même si ça doit cut mon sommeil, des moments où bah par rapport à la nutrition, si parfois bah je fais des écarts, bah justement je me détache de tout ça parce que si je vais tomber trop dans l'extrême, bah déjà sur le plan social à un moment donné bah tu te refermes trop sur toi-même, donc bah tu découvres pas la vie à côté et en plus, moi, je trouve que bah, je suis passé à côté de beaucoup de choses pour en arriver là. J'ai fermé beaucoup de portes, donc sur le plan social et tout. Bah, justement, pour arriver à un top niveau, il faut quand même parfois fermer certaines portes, mais il faut quand même se laisser du mou parce qu'à un moment donné, sinon tu satures. Et le jour où t'as même plus ce sport dans ta vie, bah,
Mhm. t'auras rien fait de ta vie et tu seras passé à côté de plein de belles choses. Donc moi, je regrette pas du tout et je trouve que au contraire, ça va limite m'aider à avancer parce que je fais des activités à côté ou quoi, tu vois. Même mes 3 premières années de street, bon, c'était pas peut-être là où j'étais pas le plus performant, mais je sortais souvent le week-end en boîte de nuit avec Kevin et tout, tu vois. Et ça m'a pas permis pour Mhm. autant de pas progresser, tu vois. Au contraire, je progressais parce que je kiffais à côté et j'étais pas non plus trop fermé dans le street, tu vois. Et ça, enfin, ça reste actuellement présent en moi, tu vois. Je sais pas Mais si c'est c'était. hyper vrai et c'est hyper intéressant. Déjà, construire sa carrière seul, c'est un peu triste parce qu'effectivement, quand t'as plus de ton sport, bah tu te retrouves seul. Et je trouve ce qu'il y a de plus beau dans l'aventure et le chemin que tu traces, c'est de le partager avec tes potes, avec ta meuf, ta copine, tes parents, ta famille. Ce qui fait que tu vis et tu vis et vivre, c'est aussi partager et c'est vivre pour les autres, enfin avec les autres, ceux que tu choisis en tout cas. Donc déjà, il y a ce premier point. Et ensuite, je pense que c'est une de tes qualités que j'aime grave, c'est que tu arrives à mettre du recul et de la distance toujours sur les choses, tu vois. Comme si tu arrivais comme on dit, shut the mind, tu vois. Genre, toutes ces pensées parasites qui peuvent venir, genre, ah, il faut que j'aille dormir, là, je peux pas dormir chez ma meuf, ou je peux pas manger ça et tout. Et ben, arriver à trouver ce recul pour vivre et profiter et en même temps savoir que ça te met pas en danger et gérer le truc, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens, et même moi, tu vois, je sais que j'ai la tête qui peut vite prendre le dessus par-dessus tout, tu vois. Ça peut rejoindre une espèce de contrôle, mais... Et c'est du contrôle en vrai. Mais du coup, je trouve ça super d'arriver à gérer ce contrôle et justement de lâcher prise sur plein de trucs. Et je trouve que c'est un truc Hmm. qui fait partie de ta personnalité et que tu arrives vraiment à faire. Et, euh, et du coup, pour ça, GG. Et, euh, et je vais rebondir sur la suite. J'ai écouté le dernier podcast du coup que tu as fait avec Matt, parce que Yes. je voulais pas non plus que les deux podcasts se ressemblent de ouf. De toute Ouais, bah surtout façon, qu'on l'a sorti il y a pas longtemps, donc ouais, ouais, en vrai c'est ouais, jusqu'à ouais, présent ouais. ça va. Mais bon, après, c'est deux formats un peu différents, donc c'est cool. Et il y a un moment donné, dans le podcast, tu dis, ouais, si tu fais pas un truc à 2000%, ça marchera pas. Enfin, t'as beau avoir le meilleur plan possible, si t'es pas avec ce que tu fais entièrement, il y aura un décalage qui va se créer, tu vois. Et ma Oui, ça question, c'était pas. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. c'est par rapport à l'évolution, le niveau, la prise de niveau, tu vois, Hmm. tout ça, ou même comment tu te vois, quel niveau tu vois en toi. Il y a beaucoup de croire en soi, tu vois. C'est un truc qui est hyper important et Hmm. ça, j'aimerais même qu'on en parle après, mais... Oh, et comment tu pourrais aiguiller quelqu'un qui arrive pas à ressentir ce truc, mais qui en a envie? Pas... En fait, je sais que c'est possible, et même des fois ça m'est arrivé. Il y a des gens qui ont envie qui visualisent un certain niveau, mais qui arrivent pas C'est souvent des petites phases, mais... Et ça doit même t'arriver à toi en tant qu'athlète, tu vois. T'as beau avoir envie, avoir tes objectifs, tes trucs en tête, des trucs dans la vie font que, à ce moment donné-là, en fait, t'es là à ton training et t'es comme si t'es hors de toi, tu vois. T'es pas dedans, t'es pas dans ton Hmm. truc, et t'as beau savoir que tu veux ça, nanana, d'être déter et tout, t'es pas dedans, en fait. Ta tête, elle est ailleurs, tu vois. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce que tu fais pour que ça revienne en toi? C'est un peu la notion de flamme aussi, ça rejoint tout ça, tu vois. Mais je trouve Bien ça hyper sûr. intéressant parce que je pense qu'il y a plein d'athlètes qui passent par ça. Comment ils font pour... Et tu fais pour retrouver ce truc et être en accord avec toi-même et savoir que ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est ça, et te remettre dans ton truc, le ressentir, et du coup que tout se redébloque, même mentalement, tu vois. Ouais, carrément. Bah déjà, en vrai, ça m'arrive plus souvent qu'on le pense. Euh,
surtout notamment ces derniers mois ou quoi. Euh, mais ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Et c'est vrai que bah alors c'est très compliqué sur le moment à justement se ressaisir et se refocus dans son training. Parfois, il y a certains trainings où j'y arrive même pas. Donc auquel cas, bah, soit je finis l'entraînement, mais je sais que forcément ça va pas être productif comme d'habitude. Ou soit parfois ça m'arrive aussi il y a des trainings où j'ai déjà commencé à m'entraîner pendant 20 minutes et en fait, je me suis aperçu que ça n'allait pas du tout et j'ai totalement bah, délaissé le training. Je suis passé à autre chose, tu vois, genre j'ai vraiment lâché le training. Ça veut pas Hmm. forcément dire que c'est un échec ou ça y est, tu vas devenir une merde demain, mais simplement oublier, c'est de passer à autre chose et revenir plus fort le lendemain. Mais faut évidemment essayer que ça se produise le moins de fois possible parce que sinon, si à chaque fois t'as une petite impasse, bah tu lâches prise, forcément tu vas pas y arriver parce qu'il y aura beaucoup d'étapes très compliquées dans le street. Tous les jours, hein, tu vas, enfin, que ce soit les athlètes là qui écoutaient ce podcast, bah, vous allez en franchir. Mais en fait, moi, j'ai toujours, comment dire, ressenti en moi, tu vois, euh, bah, surtout à partir de la compétition, comme tu as dit, que trouvé en moi un changement dans ma manière de progresser où ça a vraiment bien progressé bah, jusqu'à présent. Et je me suis toujours, bah, en fait, j'ai cru en moi, donc ça c'est super important de croire en soi, en ce qu'on fait, en nos capacités, et, euh, et garder en tête un objectif qu'on s'est fixé depuis le début qu'on a commencé, et enfin pour quelle raison on fait ça, tu vois. Genre par exemple, si quelqu'un fait ce sport, c'est simplement pour se défouler parce que bah, il aime bien ça, bah auquel cas c'est super bien et au final même s'il passe que 20 minutes à s'entraîner mais qu'il progresse pas spécialement, mais parce que enfin son objectif principal c'est de se défouler, bah c'est très bien pour lui et c'est exactement ce qu'il faut faire. Sauf que moi mon objectif, c'était faire partie du top monde enfin, top monde, enfin, pas français, de top monde en statique, tu vois. Et je me suis toujours foutu ça dans ma tête, je me suis dit, dans ce sport, je vais être le meilleur en statique, tu vois. Et je me le répétais, donc ça fait peut-être un peu narcissique ou, je sais pas, égo surdimensionné, mais au final, c'était Non. mon objectif. Et du coup, à partir de ce moment-là où tu te mets ça dans la tête, et ben c'est ça qui va te faire avancer, tu vois, c'est ça qui va te dire OK, tu t'es dit ça, maintenant c'est soit tu y arrives ou soit tu vas devenir bah tu vas devenir une merde et tu seras même pas capable d'atteindre un objectif que tu t'es fixé, surtout que moi dans ma vie, il n'y a pas eu non plus beaucoup de choses qui m'ont stimulé, tu vois. Euh, et donc du coup, à travers ça, bah à chaque entraînement, je pensais à enfin je visualisais bah, ce top monde statique et du coup, bah ça me donnait une rage de malade. Et ensuite, il y a eu des petits paliers, parce que ça, c'est un objectif sur le long terme. Mais il y a eu des petits paliers. Par exemple, bah, mon objectif, dès que j'avais fini la compète, je savais que j'allais peut-être rentrer dans Outsider, donc je me suis dit, putain, faut que je rentre dans Outsider, donc je faisais mes preuves, tout. Dès que j'étais dans OTZ, c'était le truc en mode, ah, faut pas que je les déçoive, ou faut que je progresse encore plus, donc ça me donnait la rage de vaincre. Ensuite, l'année d'après, bah, il y a eu la SWAB, tu vois, j'étais annoncé, enfin, on m'a annoncé que j'étais pris à la SWAB. Là, je me suis dit, putain, c'est la SWAP, c'est la plus grosse compète au monde. Allez, let's go, tu t'en fous 3 mois dans la gueule. 3 mois après, on m'annonce qu'il y avait Burning Gate qui arrivait, que j'avais été pris pour Burning Gate. Putain, là, il y a Burning Gate qui arrive. Allez, je m'en fous une dans la gueule, tu vois. Et au final, bah, t'as à la fois ce gros objectif que tu t'es fixé, mais à la fois, t'as plein de petits paliers d'objectifs qui font que, bah, t'arrives quand même à avancer. Mais du coup, bah, en fait, maintenant, c'est un peu biaisé dans le sens où bah, cet objectif de faire partie du top monde, bah, on va dire qu'il est présent, tu vois, sans me lancer des fleurs. Hmm. Je fais partie du top monde en statique. Et donc là, c'est compliqué maintenant de garder le cap de putain, bah ok, maintenant que j'ai fait ça, je fais quoi? Je vais cueillir des fleurs dans mon jardin et c'est Ça, bon, tu vois? ça te fait quoi déjà de dire cette phrase? Tu dois être tellement heureux. En vrai, c'est même pas, enfin, faire partie du top monde, on va dire que ça fluctue un peu parce que c'est pas non plus Oui.
enfin, ça peut varier de jour en Bien jour parce sûr. que des fois mon niveau il peut chuter, mais dans l'ensemble, j'ai réussi à avoir des performances. Euh, mais forcément, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que bah maintenant, je m'en rends plus trop compte, mais vu que bah quand t'es pris dans le truc et tout, mais c'est vrai que des fois j'ai du recul et tu sais, des fois je suis posé comme ça, je me dis putain, en vrai, enfin, je suis fier de moi, tu vois, de tout Hmm. ce que j'ai accompli depuis 8 ans, ça a pas servi à rien. Tous toutes ces heures de training que je me suis foutu dans la gueule et tout, bah ça a porté ses fruits. Mais maintenant, faut pas s'arrêter là. Ce serait tellement dommage de s'arrêter là et de se reposer sur ses lauriers et puis d'aller cueillir des fleurs. J'en peux plus avec mes fleurs du jardin. Mais donc du coup, maintenant, les objectifs, c'est quoi concrètement? Parce que tu vois, genre maintenant, faut que je m'en fixe d'autres parce que sinon, bah, j'ai plus ce truc qui m'anime. Hmm. Et à un moment de, bah après, ça risque de soit stagner, soit régresser. Donc là, actuellement, je me fixe quand même des objectifs. Et je me dis, bah là, je sais que par exemple, il y a la Suède qui approche là, et je vais participer cette année à la Suède. Et j'ai du coup cette flamme qui m'anime en me disant putain, je vais participer à cette Suède, donc faut que je me donne à fond. Je sais qu'il y a des compétences statiques qui vont arriver là cet été et tout. Et c'est ça aussi qui me fait bah, garder encore cette flamme et cette niaque à l'entraînement. Mais il y a aussi après bah, tout ce que j'ai accompli sur les réseaux. Bah, maintenant, vu que c'est devenu mon métier aussi, bah, forcément, faut que je sois investi aussi à 100%. Donc maintenant, ça a changé un peu de vision. Mais pour répondre à ta question, quand tu as des athlètes qui justement sont pas, enfin, ne savent pas trop comment progresser ou avoir cette flamme, bah, fixez-vous un objectif, quel qu'il soit, soit devenir top monde, soit être juste simplement prendre du plaisir, soit développer son corps et tout, et maintenez ça dans votre tête, et avec des petits objectifs, des petits paliers de mois en mois, tu vois, genre un truc tout con, mais si vous avez un ratio pas très loin de chez vous, et bah qui, je sais pas, s'il se passe dans un mois, bah essayez de vous déterre de penser à ce ratio et de se dire ah bah il y a le ratio dans un mois, faut que je sois trop fort dans ce ratio, donc vas-y, je vais la buter pendant un mois, ensuite il y a le ratio qui se passe, et ensuite bah t'essaies de viser un autre petit palier, tu vois. Faut avancer vraiment petit pas, Hmm. petit palier par petit palier pour arriver au gros objectif. C'est intéressant parce que tous tes objectifs, ils sont reliés aux autres, au regard de l'autre, tu vois, à la performance face à l'autre. Et, euh, et c'est assez intéressant. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est si tu étais seul au monde, est-ce que tu continuerais à faire du street? Parce que du coup, Euh, tu vois, ces événements, ils te motivent, ils te donnent un objectif pour montrer aux autres de quoi tu es capable, pour prouver à toi-même aussi ce dont tu es capable. Et si jamais il y avait plus ça, est-ce que tu hmm. trouverais en toi une raison de continuer? C'est dur comme question, je sais, Ouais, mais c'est assez compliqué, mais en fait, j'ai envie de te dire, au début sûrement, au début oui, parce qu'au début j'étais en mode vraiment bah, découverte totale de ce sport, des choses vraiment qui m'attiraient, débloquer des figures, des trucs comme ça et tout. Donc au début, oui. Même si j'avais été seul au monde, j'aurais continué parce que vraiment c'était un truc. Enfin, j'avais une sensation de malade. Maintenant, je la ressens moins cette sensation, tu vois, même quand j'arrive dans des rassos, dans des compètes. Peut-être avec le fait que ça fasse beaucoup d'années ou enfin une espèce de routine ou quoi. Mais maintenant, moi, ce qui m'anime et enfin ce qui m'a toujours animé de manière générale aussi, c'est bah, les compétitions, tu vois. Genre, j'adore participer à des compètes, tu vois. Genre, même avant de faire du sport, je jouais aux jeux vidéo et j'adorais faire des compètes de jeux vidéo, tu vois. Et j'ai toujours été attiré par ce monde-là. Tu vois, là, par exemple, je joue aux échecs en ce moment et j'adore me challenger face à des gens. Tu vas me dire, ah putain, je l'ai battu et tout. Je kiffe le monde de la compétition de manière hmm, générale. Même les autres sports, hein, j'adore regarder différents autres sports et voir un peu le top monde se challenger et tout. Donc au final, bah, si je me retrouvais seul au monde et que du coup, bah forcément, il y aurait plus cette forme de compétition du coup, ou alors qu'avec soi-même, parce que c'est super important aussi on pourra en reparler de ça aussi, mais le fait de se dépasser soi-même aussi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et bah du coup, je sais pas. Franchement, je sais pas du hmm. tout si je continuerai encore maintenant.
Mais je pense pas en vrai. Ok, ok, mais très intéressant. Et du coup, ça va rejoindre la prochaine question, qui est l'entourage et surtout les amis. Bah, t'as eu la chance de faire partie d'une team, une grosse team avec beaucoup d'athlètes très très puissants. Aujourd'hui, tu fais partie d'une autre team. Euh, Au fond, qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être dans une team? Vraiment, essaye d'expliquer aux gens ce que t'apporte le fait d'avoir une team et d'être avec tes amis, d'avoir un groupe de discussion qui est peut-être entretenu quotidiennement, tu vois. Ça fait que même si tu t'entraînes seul, même si tu habites à Annecy et que peut-être que tu t'entraînes moins avec des gens ou que tu t'entraînes chez toi, en fait, t'es jamais vraiment seul, tu vois ce que je veux dire? Il y a des Hmm. athlètes, ils s'entraînent chez eux dans leur chambre, mais ils ont pas de groupe de discussion, tu vois. Ils ont Ouais, personne bien pour sûr. les aider, tu vois. Ou pour, enfin, ils ont YouTube, ils ont Insta, et t'as peut-être forcément, si t'as envie, quelques amis sur Insta, tout ça. Mais qu'on comprenne à quel point ce truc-là, il peut être important. Parce que je connais Daylong, par exemple, depuis vraiment longtemps, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment fait partie de grosses teams pendant longtemps ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai toujours eu des groupes d'amis. Et je sais qu'en tout cas, les groupes d'amis, à chaque fois, me motivaient. Il y avait ce truc de s'envoyer des vidéos, partager des trucs. Puis le fait d'être plusieurs, t'as quatre cerveaux qui fonctionnent. Donc enfin, t'es stimulé, en fait. Hmm. Bien sûr. Et, et ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça t'apporte dans ce sport et qu'est-ce que ça fait sur toi, cet entourage, en fait? Hmm. Alors, on va dire que bah, ça c'est en fait, ça a changé par rapport à il y a 3 ans et actuellement, tu vois. Parce que il y a 3 ans, quand je suis rentré dans ce groupe d'amis, enfin, c'était pas réellement des amis à l'époque parce Hmm. que c'était des gens que je connaissais pas encore très bien. C'était plus, on va dire, une motivation pour le sport au début. Donc forcément, ça m'a foutu un gros stimuli et en mode, bah, je voyais qu'ils étaient très forts, donc j'avais envie d'être à leur hauteur. On se surpassait les uns les autres et tout, tu vois. Donc forcément, ça booste énormément, tu vois. Ça, c'est quand tu sais, avec Onizuka à l'époque, là, il y a 3 4 ans, on s'appelait un peu les rivaux, tu sais, genre chaque fois il y en avait un qui faisait un step up en front, bah l'autre il voulait rattraper, tac tac tac. Donc ça permet, c'est bien d'avoir un espèce de, c'était de bonne guerre, hein, bien entendu, mais du coup, c'est encore, on va dire, un peu mon rival à l'heure actuelle, tu vois, parce que là, il va revenir fort dans le game, et du coup, va falloir que je fasse attention à lui, il va falloir aussi que je me surpasse, donc ça, c'est super important, tu vois. D'avoir quelqu'un qui a à peu près ton niveau, parfois qui peut être au-dessus, mais parfois tu vas rattraper, tac tac, tu sais jamais vraiment comment ça se passer. Ça fait des systèmes d'échelle, donc ça, c'est super important déjà sur le plan, bah, continuer à se surpasser, tu vois. Et ça rejoint un peu bah, le fait que j'aime bien un peu le monde de la compétition et des choses comme ça. Et maintenant, bah, ça a pris un tournant différent dans le sens où bah, maintenant, ça fait 3 ans que je les côtoie. Donc, bah, j'ai appris à les connaître et sur le plan mental, bah, l'équipe NS, Livan, Dailong et Ryan, bah, c'est devenu vraiment des amis avec qui on a une super bonne complicité et on a une réelle amitié. Euh, et en fait, de manière générale, en fait, ça a changé parce que maintenant, quand on est ensemble, ou quand on se voit, ou quand on échange sur les réseaux, bah, il y a quand même du street, mais il y a beaucoup, on parle beaucoup moins de street maintenant que Hmm. qu'auparavant. Parce que maintenant, on commence à se connaître, on se tape des délires dans la vie de tous les jours et tout. Donc c'est vraiment devenu en mode des amis sur qui je peux compter, sur qui on se tape des gros délires, on a une bonne mentalité en fait où on s'assemble. Donc bah ça c'est très cool déjà sur ce plan-là, parce que moi ça a créé de véritables amitiés. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins le côté le côté street, du coup, je vais peut-être moins le retrouver avec eux, tu vois, parce que bah on a déjà fait le tour ensemble auparavant et que maintenant c'est devenu des amis. Mais on se motive quand même tous les jours, tu vois, quand on s'entraîne, quand on se voit, on s'entraîne ensemble, on se booste, tu vois, avec Devin, quand j'étais chez lui, on se fracasse ensemble et tout, on se booste. Là, on parle beaucoup de l'année qui arrive, justement, où on veut tous les quatre atteindre notre top niveau. Et on a envie vraiment de tous les quatre cet été avoir un putain de niveau et faire des clips ensemble et tout, bref. Du coup, bah, forcément, on se booste, tu vois, genre,
là, l'Ivan, je sais il s'approche d'une compétition dans laquelle il va participer et du coup, bah, on est là à lui dire let's go. Enfin, pour le moment, je lui ai pas encore dit, mais je vais lui dire. Enfin, si, en vrai, je lui dis quand même. Tu vois, Let's go, Livan! allez, let's go si tu vois cette vidéo. Il Non, le mais en verra vrai, jamais, hein. tu vois ce que je veux dire. Et puis le fait de, comme tu dis, t'as si bien dit, le fait de savoir que même si on parle pas tous les jours de street, mais le fait d'avoir un groupe comme ça, où justement tu peux compter sur des personnes quand t'as des moments de chute, ou des moments où t'es un peu dans le dur ou quoi, bah tu peux compter sur eux et c'est genre juste oufissime, mais je trouve que c'est super important, tu Hmm. C'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que, mine de rien, on est amené à rencontrer beaucoup de gens et à devenir, à créer des relations profondes, tu vois, et avoir des potes qui te soutiennent dans la vie et ça devient des compagnons de vie, tu vois, pendant longtemps ou un petit temps, mais il y a ça et il y a aussi ça dans le fait de déménager, changer de ville. Et bah pour prendre mon exemple, avant c'était sur Lyon. Au début j'avais des groupes à Lyon. Après j'en ai eu plus trop. Et maintenant je suis à Paris et je suis en train de reconstruire des trucs avec des nouveaux athlètes, des nouveaux potes. Ça recrée un truc aussi, tu vois. vois. T'as re une hype qui vient et je sais que là l'été arrive assez vite d'ailleurs et bah il y aura re des rassos donc dans des nouveaux parcs, dans un nouvel endroit. Donc même niveau stimuli, t'es à fond, tu vois, tu découvres un nouveau lieu, des nouveaux athlètes, tu fais ah mais lui ok il fait ça, oh là là c'est stylé. Et puis en plus à Paris il y a quand même un bon niveau, tu vois, et c'est pas la même mentalité comme on disait avant d'enregistrer le podcast, mais du coup c'est hyper intéressant et du coup, toi, je sais que tu as déménagé, là, t'es revenu du coup à Annecy. À quel point ça peut influencer le fait de changer d'endroit, tu vois? Tu perds tes habitudes d'entraînement, tu perds peut-être tes groupes de potes avec qui tu avais l'habitude de t'entraîner. Faut que tu trouves des nouveaux spots. Même si tu changes de lieu où tu vis, faut que tu trouves. Est-ce que ta chambre, elle va bien pour t'entraîner? Est-ce que tu as le matos? Enfin, tu vois à quel point, en fait, tout ça, ça peut perturber tes habitudes, en fait. Mm. Et il y a des côtés Ok, positifs et des côtés négatifs, tu vois. ouais, bien sûr. En fait, moi j'ai eu la chance, enfin la chance, et à la fois, je sais pas si ça peut être la chance, mais du coup, en l'espace de 3 ans, donc là mes 3 dernières années, non, mes 4 dernières années, là où j'ai eu mon pic de progression, là, j'ai déménagé, donc j'avais un, deux, trois, quatre, cinq apparts différents, tu vois. On avait un à Waouh. Albi, un à Rumi, un à Almas, un là chez ma mère et un à Toulouse. Donc tu vois, genre ça fait quasiment à chaque fois, je passais même pas un an dans un quelque Ouais. part que je devais changer. Donc au début, ça, en fait, mon premier appart où je m'entraînais, c'était enfin le premier appart que j'ai eu. Je sais pas si tu te souviens, c'était dans un espèce de, enfin t'avais des murs un peu marron et un parquet glissant, un vieux parquet. Je Il sais faudrait que je plus. retrouve des vidéos, mais enfin c'était un environnement où il n'y avait pas trop de place, il y avait une lumière un peu jaune, il y avait pas. En fait, j'habitais un peu dans un garage et ça démotivait de ouf parce que l'environnement il était. Non mais c'était vraiment un garage Ah qu'ils oui. avaient réaménagé, mais t'avais des petites fenêtres, des toutes petites fenêtres enfin, qui éclairaient même pas en fait. C'était T'es vraiment. en prison, gros, c'est. Mais je te jure, non mais gros, c'était abusé. Genre, c'était une déchetterie mon appart. Bon, maintenant, vas-y, j'expose des choses. Gros, j'avais une invasion de fourmis un jour dans ma chambre, je m'étais réveillé. Je te jure, gros, il y avait des centaines de fourmis dans ma chambre parce que Putain. l'humidité, gros, il y avait une humidité dans mon appart. Ah, Genre, c'est tu sais horrible que ça. j'ai acheté du sel. Un jour après, le sel, c'était devenu un bloc de sel. Genre, c'était devenu Non. la vie de ma mère, gros, c'est abusé. Enfin bref, du coup, il y a rien qui allait dans cet appart. En plus, bah, le plafond, il était trop bas. Du coup, bah, quand je pressais, ça touchait le C'est plafond. horrible ça, c'est horrible. Ouais, voilà. Le parquet glissait, c'était trop chiant et tout. Mais je me plaignais pas, tu vois, genre, parce que c'était Ouais, mon premier appart et je m'entraînais dedans. Et grave. pour moi, c'était normal, tu vois. Donc, je me suis fait à cet appart et je progressais tranquillement dans mon appart et tout. Et ensuite, bah, j'ai déménagé.
Dans mon appart où c'était avec les carreaux gris par terre. Je sais pas si non, t'avais pas eu l'occasion de venir, je crois, chez moi. Je crois pas. Non, Non. non. Mais c'était du coup dans un appart tout neuf. C'était mon petit studio. Il y avait une luminosité de ouf et tout. Il y avait des fois je me prenais le soleil. C'était trop beau. Il y avait de la lumière et bah juste le fait d'avoir changé d'environnement comme ça. Et bah je me sentais Hmm. beaucoup mieux. J'avais plus de place pour m'entraîner. Quand je pressais, je touchais pas le mur et le plafond et tout. Donc juste ça. Ouais. En plus, j'avais même pu installer des anneaux chez moi et tout. Enfin, c'était trop stylé. Et en plus, mon pote à l'époque m'avait filé la barre calisthenique, la grande barre de front, que je n'avais pas avant. Donc forcément, j'ai pu débloquer des nouveaux skills aussi dessus. Donc ce changement a été très positif parce que je suis passé de quelque chose qui était pas spécialement ouf, mais je m'en rendais pas compte, à quelque chose de bien. Donc des fois, ça peut être positif un changement d'environnement. Hmm. Mais après, par contre, si c'est l'inverse, bah c'est pas sur le plan mental, c'est pas forcément ouf, tu vois. Ouais. Mais au final, après, bah, j'ai redéménagé, bah, du coup, quand j'étais en relation, bah, du coup, on était en appart en commun, tu vois. Mhm. Donc pareil, c'était aussi j'avais une chambre dédiée au street. Je crois que t'étais venu dans cet appartement. Ouais. Mais du coup, là aussi, franchement, au niveau de la routine et tout, bah, c'était super bien parce que j'avais mon espace. En fait, à chaque fois dans mes apparts, bah, j'ai trouvé l'espace nécessaire. Ouais. Et c'est juste arrivé chez ma mère. En fait, j'avais pas d'espace pour m'entraîner chez moi, hormis dans ma chambre, mais je savais pas encore que je pouvais l'ajuster. Et là, j'ai pu, du coup, en fait, vu que j'ai un clic-clac, bah, à chaque fois, je peux, on va dire, ranger mon lit et avoir Hmm. de l'espace pour m'entraîner, tu vois. Ok. Et mais du coup, moi, je trouve que ça n'impacte pas réellement enfin, la petite phase de transition. Bah, j'ai tellement été habitué à changer qu'au final, maintenant, Hmm. elle se fait assez bien. Et du coup, bah, il y a eu le changement d'environnement, mais il y a eu le changement de taf aussi. Tu vois, genre, j'ai fait 3 tafs différents. J'ai pu tester les trainings, du coup, l'après-midi quand je travaillais à la poste. Donc, je me levais super tôt le matin, donc je m'entraînais l'après-midi. Ensuite, j'avais retravaillé, bah, quand je travaillais en Suisse, je travaillais l'après-midi, donc ça veut dire que le matin, je devais m'entraîner tous les matins. Donc, j'ai eu un changement aussi. Et du coup, j'ai expérimenté tout en fait. J'ai expérimenté les trainings le matin, les trainings l'après-midi, les trainings le soir. Et au final, bah maintenant, je suis habitué un peu à tout type d'environnement. Tu vois, tu peux me foutre dans un bac à sable à 8 heures du mat et vu que bah j'ai été déjà habitué à faire ça, bah en gros, ça passe, tu vois. Trop stylé. Et aujourd'hui, maintenant que t'as pas de taf et enfin que ton taf c'est le street, tu Mm. t'entraînes. Vas-y, on va parler un peu d'entraînement aussi. On en a pas trop parlé. Yes. Pour introduire ça, tu t'entraînes où, comment, c'est quoi ton kiff en ce moment? Et vas-y, comment tu t'entraînes? Ok. Bah écoute, déjà maintenant au niveau des horaires, ce qui est bien, c'est même Daylong m'a fait la réflexion. Tu vois, je peux très bien m'entraîner à 14 heures, comme à 17 heures ou à 18 heures. Bon là j'ai un peu perdu le fil du matin par exemple. En plus maintenant vu que le matin je gère mes coachings et tout, bah c'est plus dédié à ça. Mais j'ai pas spécialement d'heures précises en mode il Hmm. faut que je m'entraîne à 17h06 et 8 secondes pour que ce soit productif. Tu vois, ça peut être entre 14 et 18. Ouais. Mais généralement ouais, c'est en milieu d'après-midi. Et ensuite bah il y a deux types, il y a soit Basic Fit, mais j'aime pas trop Basic Fit parce que bah, Hmm. j'étais encore hier avec Kevin et il y a trop d'éléments, un peu comme je disais, d'éléments perturbateurs, des Trop de gens qui cul, passent trop de fesses, ouais. trop. Ouais aussi, mais non ouais, je suis tellement focus dans mon trading, bâtard. Je suis tellement focus dans mon trading en plus. Non, je te jure que du coup, quand il y a des gens qui passent autour de moi, et bah ça me fait Ouais. du mouvement et j'aime pas du tout ça. Hmm. Parce que j'ai toujours été habitué à m'entraîner plus ou moins seul. Ouais, Donc je moi, mon comprends. top un c'est vraiment dans ma chambre tout seul ou dans un parc tout seul, j'aime bien aussi, Hmm. où je suis bien focus et tout, mais j'adore m'entraîner avec des potes parce que bah, ça permet de les revoir et tout, mais c'est moins productif en termes on va dire, de développement et de progression. C'est beaucoup moins productif de s'entraîner avec des gens, Ouais. pour ma part. Mais sinon, ouais, entraînement type, bah, c'est chez moi. En moyenne, c'est quoi? C'est entre 2 et 3 heures. C'est long, hein? Euh, ouais, c'est pas mal long, ouais. Ouais, ouais, c'est. Mais
Mais Pourtant, tu... je prends pas beaucoup de temps de repos aussi, hein. Ouais, en plus, j'allais te demander ça. T'enchaînes à quoi? Moins de 5 minutes? 3 minutes? 2 minutes? Ouais, généralement, ouais, ouais, 4 minutes entre chaque, j'ai pas de chrono en soi, mais en moyenne, c'est entre 3 et 5 minutes, tu vois, Ok. où je repos. Et ensuite, bah, ça dépend ce que je fais, tu vois. Au début, enfin, si je fais des longs combos, bah, je vais prendre 5 minutes. Et si je fais juste des petites tentatives comme ça, et ben Oui. ensuite, je prends plus 3 minutes, tu vois. Et dans mes trainings, du coup, bah, je mixe à la fois front et planche. Chaque entraînement, c'est de la planche et du front. Il n'y a jamais eu un entraînement où c'était que du front ou que de la planche. Hormis si par exemple je suis blessé en front, bah, je vais faire que de la planche. Mais généralement, je mixe le tout. Je fais une petite soupe magique et j'envoie la purée. Dès le début de l'entraînement, je commence fort par des. Au début, je fais du lest où je me leste pas mal avec 4 kilos où je fais des petites tentatives max hold en touch, max hold en full, trucs comme ça et tout. Et ensuite, je pars sur des combos en mixant de la planche et du front. Après, ça dépend aussi des jours en fait. Il y a des jours où je suis plus faible ou j'ai plus de tension, donc je vais peut-être. En fait, c'est du feeling vraiment pur. Je note rien sur un carnet où je me dis pas ah là je dois faire ça, ça, ça. C'est vraiment là par exemple si je m'entraînerai cet après-midi, je sais pas du tout encore ce que je vais faire, tu vois. À Ok. part si j'ai par exemple visualisé un truc la veille, je me dis putain j'aimerais, enfin je vois trop ce mouvement là aujourd'hui qui va passer, bah je vais le faire. Mais de manière globale, je sais pas enfin il est toujours un peu plus ou moins structuré pareil mon entraînement, mais je sais pas exactement ce qu'il y aura comme combo, des choses comme ça. Tu vois. Et y a pas un truc genre, je commence mes trainings avec du sol, ou je segmente planche et front dans l'entraînement, genre première partie front, deuxième partie planche ou vice versa. Et où c'est vraiment du mix, genre, allez, je fais mon premier truc sur para, ensuite je fais un truc au sol, ensuite je reviens sur para, suppi, ensuite c'est plutôt comme ça, non? C'est exactement ça. C'est vraiment Ouais. freestyle Ça total. Il y c'est ouf. a Moi ça c'est vraiment un truc que je ne n'ai pas l'habitude de faire, quoi. C'est ouf. ouais. Hmm. Mais Mais j'avais écouté ton podcast avec Nico et je sais que, enfin justement, hmm. c'est pas du tout ton cas, tu vois. Mais ouais, moi ça a toujours été ma façon de procéder Mais c'est cool. et je trouve que ouais, je trouve que ça me plaît beaucoup le fait d'avoir en fait la liberté dans ce que je vais pouvoir faire et un peu avoir en même temps de l'inconnu, de savoir, bah, de pas savoir à la fois ce que je vais faire, mais à la fois quand même savoir parce que je sais quel va être mon niveau plus ou moins, malgré parfois le fait que ça peut être le jour J. Hmm. Mais ouais, j'aime bien ce côté-là, tu vois. Puis même en termes d'adaptation du corps, c'est hyper intéressant parce que vu que c'est, en gros, on va dire agré, tu changes d'agré à chaque try. En fait, ton corps, d'un côté, tu le pousses d'un coup, ça va être de la supie sur barre avec telle mobilité, tel truc. Ensuite, ça va être, je sais pas, du doigt sol, puis tel truc sur para. En fait, du coup, tu sais, des fois, quand t'as pas l'habitude, genre par exemple, si moi là je devais dans le training à un moment donné faire des maltaises prona, Ouais, bah je pense pas arriver à la décoller direct, tu vois. Il faudrait limite que je fasse une ligne avant, deux lignes pour la mobile des poignets, tu vois. Et le fait de faire ce que tu fais, c'est un peu comme du grise de groove finalement, dans le sens où d'un coup tu changes totalement de barre, de position, de mobilité et tout. Et c'est bien ouf sûr. en vrai, parce que du coup, ton corps, il s'adapte direct à n'importe quelle prise, Ouais. tu vois. Et ça, c'est stylé. Ouais, bah parce que, ouais, justement, bah parce que j'ai toujours travaillé comme ça. Donc, forcément que mon corps s'est habitué. Et aussi, bah, ça rejoint un peu ce que je disais auparavant, le fait que moi, je kiffe la compétition, le monde de la compète, Hmm. et j'adore en faire. Et forcément, bah, en compétition, quand tu Ouais. te retrouves face à la barre et que t'as 45 secondes, tu peux pas te dire, attends, chef, où je fais mon premier combo et juste, attends, je fais juste une ligne pour chauffer un peu. Attends 30 secondes là. C'est, Pause. c'est radical aussi, tu vois, en compète, c'est t'as 45 secondes, c'est que t'envoies tous les agrès du monde, tu passes de planche à front d'une seconde à l'autre et tout, donc c'est sûr que si tu l'as pas travaillé au préalable à l'entraînement, ça va être très compliqué d'arriver en compète et de gérer ça. Hmm. Donc c'est pour ça que moi, c'est ma façon d'entraîner pour justement les compétitions. Mais ça se trouve, je pourrais très bien
progresser davantage en isolant euh, Je sais pas. chaque figure, mais du coup, ça serait pas intéressant pour mon cas de figure qui participe, qui fait de la compète, tu vois. Hmm. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que chaque athlète a sa manière de structurer ses entraînements. Et on a beau parler de je m'entraîne comme ça parce que mes objectifs, c'est ça. C'est vrai. Mais j'ai vraiment l'impression que la manière dont les athlètes structurent leur entraînement il découle directement de leur mentalité, leur personnalité. Ouais, Et genre, bah, on en parlait au début du podcast. Toi, t'es quelqu'un de vraiment spontané, qui aime faire plein de trucs et tu peux passer du coq à l'âne et tu prends du recul sur les choses, etc. Et t'es moins dans le contrôle et tout. Ça se ressent dans ton entraînement, tu vois. Et Nico bien sûr. Carré, qui est quelqu'un de hyper contrôle, analyse, à un degré très très haut, à son entraînement, il reflète sa mentalité. Daylong, Ouais, c'est ta personnalité, pareil, ouais. Livan, c'est pareil. Ouais. C'est vrai que c'est Tous un les plus. potes que je vois, leur entraînement reflète leur personnalité, leur mentalité, tu vois. Alors, évidemment, on a tous testé plein de trucs, mais au final, tu te retrouves souvent à revenir vers ce à quoi tu tends, en fait. Et ça, Ouais, ce qui t'apparente à vraiment ta... c'est ouf, tu vois. Ouais, Est-ce que j'avoue. tu contrôles vraiment, finalement, ce que tu fais? Enfin, voilà. Ouais. Mais ouais, j'avoue que mais c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis parce que je m'étais jamais penché un peu sur cette analyse-là. Parce que Et avant, en tu fait, faisais pas de compète, bah, tu vois, au tout début. Et pourtant, je pense que tu ouais, t'entraînais déjà un peu comme ça. mm, bien sûr. Oui, oui, j'ai jamais eu le truc de je note sur un calepin ou Ouais. je note mes Parce que trucs ça et te fait tout. chier, ça fait Même, pas partie de toi, même tu à vois. l'époque, ouais, voilà, c'est ça. Bah, même à l'époque où il y avait le truc méthode Lafay, Ouais. je respectais déjà pas à la lettre, alors que pourtant c'était des trucs où c'était bien précis et tout, et ça Hmm. me faisait déjà chier, tu vois. Mais bon, c'était déjà le début du... Donc je savais vers quoi j'allais me... C'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, je suis un peu en mode, ouais, liberté, puis Hmm. un peu, ouais, On verra, quoi. Let's go, freestyle, on quoi. va dire. Du Ouais, coup, ouais, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, ça se reflète ouais, dans les trainings, donc Hmm. grave intéressant. J'aurais appris un truc sur moi aujourd'hui, c'est trop cool. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Donc après, à voir comment on peut l'adapter et le modifier tout en restant soi-même. Parce que, en fait, tout ça, c'est lié à l'adhérence, mine de rien. À ce qui fait que tu vas tenir un truc longtemps, en fait. Et on a testé des différentes manières de training, mais peut-être que l'adhérence, elle n'était pas là, même si c'était efficace ou pas, tu vois. Mm. Mais du coup, c'est pour ça que tu reviens vers des trucs où tu te sens plus ou moins confort et où c'est plus ou moins naturel pour toi. Parce qu'en fait, tu y adhères de ouf. Et c'est comme la bouffe, c'est comme tes habitudes dans la vie de tous les jours, tu vois. Genre, Ouais, ouais, carrément. Oui, voilà. oui, bah, c'est ta façon d'être qui penche directement vers là où tu te sens mieux, où Hmm. tu as envie de faire les choses à ta façon, ouais, c'est clair. Euh, J'aimerais parler vite fait de Neo Strength. Je vais vous mettre dans le rouge un peu, et t'es le premier que je mets dans le rouge, mais celui que je Allez, mettrais le plus dans la sauce, c'est Livan, je pense. Euh, ok. mais bon, avant qu'il fasse le podcast, voilà. Euh, c'est quoi les bails là? Parce que moi, j'entends parler de compétition en statique, de choses. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour Neo Strength? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour les mois, années à venir? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Et je parle pas des programmes qui sont toujours pas sortis, mais voilà. Ok. Bon bah écoute Jules, moi ça m'a fait plaisir ce petit podcast. Du coup, il faut que j'y aille. J'ai mon chat que je dois récupérer à la crèche. Donc bah écoute, c'était un plaisir. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt. Bâtard, bah, tu fais chier avec ta question là par contre. Eh oui, je fais chier, mais parce que les Non, gens veulent des réponses et moi je suis hypé par ces trucs et je veux voir ces choses se réaliser, tu vois. ouais, Ouais, ouais. ouais. Non, déjà premièrement, pour pas trop te mettre dans la sauce, est-ce que il y aura un rasso cet été ou pas? Alors, bon, moi, non, en vrai, cet été de base, on devait justement bah, faire notre première compétition à statique. Malheureusement,
Nous, on aime bien faire les choses, enfin surtout Dailong et Livan qui aiment bien faire les choses tout vraiment très bien, tout structuré et tout. Donc du coup, on va pas faire de compétition statique cette année, c'était beaucoup trop tard. L'été, ça arrive dans 3 mois, donc non, ce Hmm. sera juste pas possible. En revanche, un Rasto Neo Strength, on y en a parlé avec les gars et on est chaud de faire ça cet été. Donc, on sait pas encore la ville, par contre, on sait pas si ce sera Annecy ou une autre ville cette année. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un rasso NS cet été. Ok, ok, good point. Ok, très cool. Yes. Donc si jamais réservé, après je sais pas en termes de mois, bah, généralement on le fait en août. Après je sais qu'en août il y a pas mal de gens qui partent en vacances et tout, mais on préviendra à partir de fin avril, tu vois, début mai, histoire que ce soit bien pris en avance, tu vois, pour ceux qui veulent booker leurs vacances. Mais du coup, la ville et la date exacte sera communiquée du coup au plus tard en mai. D'accord. Il y avait aussi la compète amicale qui était très chouette, qui durait pas trop longtemps, qui était Only Statics avec un seul battle aussi qui était cool. Oui, Euh, t'avais participé toi. ouais, ouais, ouais. J'avais fisté Oui, Rayo et voilà. oui. Salut Mais Rayo! oui, t'étais trop fort en plus, t'as abusé. Non, mais c'était cool. Ok, bon bah trop trop chouette. Et pour parler de cette compète Only Statics, en vrai, euh, en vrai trop chaud de que ça émerge un jour. Si ça peut émerger avec votre style. Et c'est pour ça aussi que je comprends que ça prenne du temps parce que si vous voulez faire les choses bien avec votre DA, votre mood et, et surtout si vous avez des envies de grandeur un peu, ça prend du temps, tu vois. Mais je pense que si ça se réalise, je pense que ça fiste tout le monde. Mais ça peut être incroyable et moi je suis trop chaud même de suivre de près ou de loin ce projet, que ce soit à la vidéo ou à d'autres trucs trop chouette. J'ai Bah trop hâte. c'est trop bien. Bah ça fait trop plaisir. Merci. D'ailleurs, je pense qu'il y aura pas mal de gens. Bah, on a la chance aussi maintenant de connaître beaucoup enfin, on a un très bon entourage, tu vois. Bah, par exemple, que ce soit toi, euh, ou par exemple Alain dans la photo, ou des choses comme ça. Et enfin, là, De je te parle de ouf. la photo, mais il y a dans plein d'autres domaines, on peut avoir des contacts qui font que avec un contact par-ci, un contact par-là, bah, on peut amener vraiment quelque chose de très nouveau en France. Et Hmm, bah ouais, nous, ça serait notre objectif. Euh, en commun, on va dire, avec les gars. Après, le temps que ça prend, on peut pas réellement savoir parce que c'est beaucoup d'organisation et puis hmm, beaucoup d'investissement aussi. Donc forcément, il faut d'abord qu'on ait des rentrées d'argent suffisantes. C'est pour ça que dans un premier temps, ouais. ce sera d'abord les e-books. Mais une fois que les e-books seront sortis et qui ont commencé à pas mal tourner, derrière, on va se pencher justement pour cette compétition statique. Mais voilà, en tout cas, si ça se fait pas pour 2020, enfin, c'est sûr que ça se fera pas pour 2024. On l'espère pour 2025, ça serait juste incroyable, quoi. Hmm, ouais, de ouf. Ouais, faut choisir la ville déjà et ensuite il y a toutes les procédures en plus après. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Euh, Dans le podcast, j'aime bien que l'athlète choisisse un move au pif et donne un tips dessus. Est-ce que tu peux donner un tip sur le mouvement de ton choix? Ça peut être le drapeau humain. Ok, et ben on va faire le drapeau humain. Ah, tu me poses une colle là, mon ami. Mais C'était pas non. prévu ça dans le contrat, ça. Non, mais c'est un move que Euh, t'aimes bien, dont t'as envie de parler, un truc que t'aimerais. Un tip, c'est large, hein, ça peut être ce que tu veux pour un mec qui a envie de l'apprendre ou même juste t'as envie de parler des sensations par rapport à une figure ou un truc que tu ressens par rapport à telle figure. Voilà, tu ok, choisis ce que tu veux, la figure que tu veux et t'en parles. Voilà, en tant que qu'amoureux de cette figure, tu vois. ok. Dans des anciens podcasts, pareil, t'avais posé cette question pour pas prendre exemple d'une même figure. Par Ouais, exemple, j'ai posé cette question, mais vas-y, dis-moi, je te dirai par si... exemple la full planche de doigts. Non, tu peux y aller. Elle a déjà... Ouais, elle a Ouais. pas été prise. Non. Ok. Bon bah je vais parler de ça parce que c'est une figure que je pense qui peut qui intéresse beaucoup de personnes De ouf. et justement qui est très, enfin, en termes d'esthétisme c'est très beau et
Et du coup, pour l'obtenir, c'est vrai que c'est assez. Enfin, moi, j'ai quand même pas mal galéré sur cette figure. Et là, en ce moment, je travaille pas mal sur cette figure. Et depuis quelques semaines, là, ça va beaucoup mieux. Je cache encore mon jeu, là. Enfin, là, en ce moment, actuellement, j'ai pas non plus un niveau de ouf ouf. Mais ça va arriver fort. Et en deux doigts, je prépare des dingueries. Genre, vraiment, en ce moment, je me renforce trop bien les doigts. Et ça fait trop plaisir. Trop cool. Donc, petit tips pour ceux qui débutent les two finger planches. Euh, Au début, moi, enfin la façon dont je l'ai appris, genre si ça peut intéresser certaines personnes, c'est que en gros, je me mettais parce qu'au début, j'étais incapable de se poser directement en position de pompe, tu vois. Toi, je sais pas si tu la travailles ou si tu. Bah, moi, je peux te raconter mon évolution là-dessus après parce que vraiment, j'ai plein de questions là-dessus et c'est hyper intéressant. Mais Ouais. oui, je travaille Ok. un peu. Ok. Donc en fait, ça dépend. T'as des personnes, genre par exemple, la semaine dernière, là, j'étais au Basic Fit avec deux mecs qui viennent de débuter complètement le street. Ils ont même pas, ils sont en train d'apprendre le handstand, tu vois. Et Mhm. ils m'ont vu faire la deux doigts à Basic Fit et tout. Et ils m'ont dit, putain, mais tu dois avoir des doigts de ouf renforcés et tout pour faire ça. J'ai dit, bah ouais. Mais du coup, Bah ouais. j'ai pris les deux cas de figure. Donc en fait, il y avait un mec qui était grand et, euh, et qui avait des gros doigts, genre vraiment vénère, et un autre qui était plus petit avec des tout petits doigts, tu vois. Et genre juste les deux, ils étaient au même niveau dans le skate, et j'ai demandé aux deux personnes de se mettre juste en position pompe comme ça, tu vois. Et le petit qui s'est mis en position pompe, bah, il s'est direct écroulé. Et l'autre, le grand, il s'est posé comme ça et tranquille, tu vois. Genre, il s'est posé en mode au calme, alors qu'il avait jamais travaillé ses deux doigts et tout. Donc déjà, il y a un renforcement, enfin, il y a une Hmm. prédisposition au niveau des doigts de chacun. Par exemple, Kevin Coutreau, qui a des mains de maçon qui est énorme, il avait débloqué la straddle de doigts alors qu'il n'a pas spécialement un bon niveau en street. Moi, j'ai des doigts de gros boudinés bûcherons, tu vois. Mais toi, c'est intéressant, toi. Et fais comme ça. Enfin, ferme-les pour voir. Comme Et ça? tourne ta main. Ah ouais, mais décale un peu ta main parce que là, t'es sur ma tête. Oui, voilà. Là, t'es au max, tu peux pas te coller? Ah si, si, si. Ah si, tu peux coller. Ok. Ouais, ouais. Ok. Ouais, bah, en fait, t'as des doigts qui sont assez stylés pour la deux Oh, doigts. je sais pas. Ça peut être, si, ils sont pas non plus très fins, mais par contre, faut que tu te les renforces un peu parce que, genre, si tu peux les fermer, c'est que tes tendons, ils sont pas suffisamment renforcés. T'as vu, moi, là, je suis au max. Ah ouais? Mais en forçant ou Ouais. juste les fermer, Non, sans forcer. Là, j'arrive pas à les fermer, gros. Mais t'es contracté. Là, Mais attends, relâche tes doigts au maximum. Enfin, en les relâchant, t'arrives pas à les poser contre tes paumes? je peux plus les fermer, là. Mais Là, je non! suis au max. Je te jure. Mais Alors what? que, Alors que au début quand j'avais jamais fait de deux doigts, genre ça, je collais mes deux doigts, genre je les collais, bah, comme tout le monde, Comme tu moi, vois. là, ouais, comme moi. Oui, voilà. Et là, je peux plus les coller, là. C'est mort. Waouh! Ok. Là, je te jure que je suis au max. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça s'est renforcé. Donc, faites ça chez vous, faites le test. Si vous arrivez à coller vos deux doigts là, c'est que vous n'êtes pas encore suffisamment renforcé. Et le jour où vous arrivez à plus coller les deux doigts, c'est que vous êtes parfait au niveau de la génétique, enfin de la prédisposition de doigts. Ok. Ok. Incroyable. Voilà, c'est juste ça. Euh, Comment est-ce que tu fais genre en mode grise de groove et dès que tu le penses, tu te mets sur les deux doigts en position pompe? Est-ce que tu fais juste des hauls, des leans, des push-ups? Comment ça vient? À quelle fréquence aussi? Parce que je sais que par exemple, moi, en vrai, au bout de 3 tries à faire des pompes et des leans sur les doigts dans le training, j'ai trop mal aux doigts, je peux plus tenir, tu vois. Et il faut que j'attende plusieurs heures avant de pouvoir refaire. Mm. Par contre, j'ai l'impression intuitivement que le grise de groove sur les doigts, c'est ce qu'il y a de mieux. Genre, si tu peux faire toute la journée, on va dire 5 à 10 tries de push-up ou de lean sur les deux doigts, c'est le mieux. Et j'ai l'impression que plus tu le fais, plus ça progresse vite. Et c'est juste ça, les doigts, j'ai l'impression. Après, quand t'es lourd, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Quand t'es léger, ça peut être d'un coup beaucoup plus facile. C'est surtout le ressenti que j'ai, et ce qui fait que vu qu'en ce moment je suis un peu plus lourd que d'habitude, je me fais pas chier, on va dire, à les renforcer, mais ça pourrait être intéressant de les renforcer en étant lourd, ce qui fait que dès que je vais ressécher, Mm. boum, ça Ouais, pète. Mais voilà, carrément. toi, comment
tu le cales dans ton entraînement aussi? Est-ce que tu fais en dehors le renfo? Comment ça se passe, tu vois? Ok. Au début, moi, je faisais simplement des trails juste de me mettre en position de pompe ou de faire des pompes de doigts en fin de séance. Et pareil, je me faisais 3 trails et je sentais qu'à la fin, ça pouvait limite lâcher. Ouais, Donc je stoppais. Au début, je faisais juste 2, 3 trails par séance et même pas une fois à chaque séance, pardon. Je le faisais 2 fois par semaine. À ouais. chaque fois, je faisais ça. Ensuite, je laissais reposer 2 jours et je refaisais ça. Et du coup, je le faisais 2, 3 fois par semaine, grand maximum. Et du coup, j'ai maintenu ce cap pendant 2, 3 semaines, tu vois, histoire d'habituer. Et Mhm. ensuite, j'ai senti que j'avais quand même obtenu un peu de résistance, que je pouvais commencer à appréhender les pompes de doigts et tout. Donc, forcément, ensuite, j'ai pu faire, par exemple, 5, 6 trails par séance, tu vois. Mais toujours en laissant un jour de repos à chaque fois pour que je sais pas, que ma mémoire Oui. musculaire, elle ancre Puis ou les doigts, par rapport aux doigts. les doigts, il y a besoin d'un certain repos qu'on ressente dedans, quoi. Il y a. Ouais, c'est ça, exactement. Hmm. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, il y a pas mal de renfos de doigts à faire au début en position de pompe, ensuite des pompes, et ensuite commencer à appréhender la levée en straddle ou en full directement. Mais il y a beaucoup de mindset dans cette figure, c'est pour ça qu'à la fois je la trouve très stylée et que moi, enfin dans toutes les figures il y en a, mais dans celle-ci, faut vraiment avoir confiance et être vraiment à 100% confiant le moment où tu sens au moment où tu veux la lancer pour l'obtenir et pour la lever. Il y a beaucoup Hmm. ouais, de programmation mentale sur cette figure, plus que les autres, je trouve. Et moi, mes premières 2 doigts, c'était vraiment, je m'étais mis dans un mood, genre, avec une musique et tout, genre, en mode vraiment, et j'ai ressenti le truc pour la lever, tu vois, et je l'avais levé. Mais maintenant que bah, je suis habitué, là, je peux en faire une maintenant, tu vois. Genre, ouais, Hmm. c'est... Grise de groove, le moment de grise de groove de la vidéo? Non, là, je ferai pas là. Mais t'as compris, quand j'ai dit là, c'est en mode dans l'entraînement, Ouais, j'ai plus besoin. ouais, ouais, t'inquiète. Je viens de me faire tatouer, j'ai pas le droit de faire de Allez, sport pendant 5 jours. enculé, va. Au cul, ouais. Et j'ai pas ma magnésie, par contre, il me faut ma magnésie aussi. Ah ouais, mais tu sais que c'est hyper intéressant parce que Nico Carré avait dit la même chose. La première straddle de doigts qu'il avait levée, il l'avait ressenti d'un coup comme ça, il l'avait grise de groove et il l'avait levé. Putain, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ouf, Moi, hein? c'était pareil pour mon cas aussi. Incroyable. Incroyable. Ouais, j'adore. Donc voilà, bah, hâte de devoir faire des 2 doigts cet été, du coup. Ouais, en vrai, ça serait trop stylé. Ça serait trop stylé. Là, je me déterre vraiment en planche de ouf en ce moment, Putain, ça fait trop plaisir. donc c'est cool, ouais. J'ai toujours un retard sur les push-ups que j'essaye de compenser mes jours de training combo, mais ça va venir. Puis vu que je m'entraîne avec Bah, Noah et tout, du coup, j'avais la question que je devais te poser, bah, vas-y. qui est en rapport un peu avec ça, donc si on peut transitionner comme Bah, ça, let's go, si ça te va c'est le bon maintenant. moment, Ouais. c'est parfait. Ouais. Bah du coup moi ma question c'était Pourquoi t'es nul? bon je sais pas si putain bon bah vous connaissez tout. Voilà. Non justement enfin moi j'ai le souvenir de t'avoir vu du coup l'année dernière l'été on s'était quand même pas mal vu au final tu vois que ce soit à Lyon ou quand on était à Annemasse et tout et même à la compétition de merde c'est quoi ça? Ça a mis un message l'eau dessert je sais pas quoi. Ah ouais? Non, moi j'ai rien. Ouais c'est bon ça fonctionne? Ouais, 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 ça fonctionne. Ouais. Ok. Donc ouais, j'ai eu l'occasion de te voir bah, à la compétition de Lausanne. Putain, ça remet le message, bref. Et aussi bah, la compète amicale à Annecy et tout. Et du coup, bah, l'été dernier, bah, justement, ça m'a fait trop plaisir de voir que justement, tu avais eu un pic de progression qui est, enfin pour moi, qui avait été assez incroyable. Et du coup, je voulais savoir par rapport à maintenant, euh, ton ressenti par rapport à cette année et aux années futures qui vont arriver. Est-ce que là, ton but, toi, c'est de bah, progresser, mais dans l'optique de participer à des compètes, ou alors simplement tu le fais pour toi ou quoi? Enfin, savoir si tu voulais participer à des compètes en vue de ta progression de l'année dernière et de d'actuellement. Eh ben, vraiment, mon objectif en tête, c'est de tout niquer en planche en ce moment, vraiment. De me dépasser, dépasser mon niveau max planche. Et déjà d'atteindre genre des... Tu vois, j'ai des petits caps dans la tête. Genre, j'aimerais bien avoir retrouvé, mais là, je pense que je l'ai bientôt, mon 10 secondes tout press, 10 press full et 10 push-up full. Au moins ça pour me considérer vraiment plancheur, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai déjà ces premiers petits caps
que j'ai vraiment envie d'atteindre pour que vraiment la planche, ça fasse partie de moi, que ça soit facile. Et j'ai vraiment envie de tout niquer en planche, ce qui fait que j'avoue, je délaisse un peu le front et puis j'ai eu des douleurs en front qui font que, bah, en fait, je suis quasiment à 80-90% d'énergie et d'entraînement dans la planche. Et les compètes, bah, si c'est des compètes en statique et que j'ai un gros niveau en planche, je suis hyper chaud. Mais pareil, je pense que dès que je serai optimisé, genre cet été, et que si j'arrive à atteindre d'ici cet été mes 10-10, 10-10, et peut-être approcher les 15, peut-être 20 secondes de hold de full déjà, ça pourrait être vraiment stylé. Et là, je participerai, ouais, pour montrer la puissance de la planche et que ouais, je veux vraiment master ce truc en fait de ouf. Donc j'ai un peu ce dilemme Et, aussi avec le front, tu vois, genre est-ce que ça mérite que j'ai du mal à me décider sur mon investissement en front. Des fois, je suis tenté par le délaisser, genre juste maintenir un niveau de base pour pouvoir investir encore plus dans la planche et qu'il en ressorte un truc encore plus shiny, tu vois, enfin un truc encore plus big. Mais, bien sûr, ouais. ouais, bah, tu sais, je m'étais blessé après les compètes et tout, ce qui m'avait foutu un gros coup au moral et où j'ai mis pas mal de temps à revenir. Et, euh, et là, ça fait 4-5 mois que je me rentraîne à fond, que j'ai pas mal repris en poids, mais contrôlé, et où j'ai vraiment le niveau, j'ai mon niveau de prime de l'année dernière, avec genre 6 kilos en plus, donc ça m'encourage à me dire que dès que je vais faire les choses hyper bien pour cet été, bientôt, bah, je pense qu'il en sortira des bonnes choses, tu vois. Mais ouais, mon but c'est planche à fond et vraiment essayer d'atteindre des sommets en planche. Donc j'espère que ça va suivre. Ok, d'accord, bah ça me permet du coup de savoir, d'en savoir un peu plus là sur tes objectifs par la suite, mais en tout cas c'est top et je te le souhaite et je suis sûr que tu vas y arriver de toute façon parce que t'as la déterre et ça fait trop plaisir. Donc Hum, ça va être juste fou. Ouais, j'ai hâte. Non, faut vraiment que je trouve des solutions pour les push-ups aussi, pour que ça puisse suivre mon niveau en presse, parce que commence à avoir un bon décalage entre les deux. Mais je pense qu'il faut juste que je continue à spam et que ça va venir. Que de manière générale, tu fais plus de press que de push-up, c'est ça? Ouais, Les push-ups, t'en fais, clairement, ouais. 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 Euh, Les push-ups, t'en fais jamais? Bah, si maintenant je me force à en faire, je dû en mettre une combo. Du coup, j'en fais entre 2 et 4 fois par semaine. Mais on va dire que quand je suis en forme, genre j'ai une push-up full tout press. Dès que je suis plus en forme, je peux plus en faire en full. Donc je suis obligé de commencer mes combos avec des straddle push-up. Parce que du coup, t'as ce truc où en fait, t'es là, t'as environ 5 presses en full. T'es durant tes training combo, donc un jour où t'es fort, donc t'as forcément envie de performer. Mais d'un côté, ton niveau en push-up, il est bas. Et ça te fait trop chier de te dire, putain, il faut que je commence mon combo en faisant des straddle push-up, parce que c'est mon niveau de push-up. Même si j'ai 5 presses full, euh, tu vois, tu peux très vite, si tu as trop d'ego, à te dire, bah, nique sa mère, je fais pas les push-ups et au moins je fais un bon truc en presse, tu vois. Et c'est ça que j'essaye de corriger et donc je mets l'ego de côté et du coup ça progresse en push-up. Mais ouais, mon corps met un peu de temps à bien s'habituer et à ancrer les push-ups. Mais je pense que ça va venir parce que, bah, je le redis, mais du coup j'ai le même niveau de cet été, mais avec au moins 6 kilos en plus. Donc, tu vois, j'ai retrouvé une push-up full to press. Euh, Bon, les gars, on a un souci de stockage. Ça veut dire que malheureusement, je vais pas pouvoir continuer le podcast avec vous. Ah, voilà. C'est terminé. C'est 3 secondes, quoi. Euh, Bon, bah, merci à tous pour ce podcast. On arrive à la fin parce que Ilyes a encore des problèmes. Voilà, il a dû partir très vite pour aller s'entraîner. Euh,
Non, on a eu des petits problèmes de stockage, mais si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à nous le dire. J'espère que cet épisode vous a plu. Et bah, je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Salut.